Bonjour à tous, je suis tellement content de vous retrouver pour ce qui va être le dernier épisode de la mini-série Les arguments tout pourris qu'on reproche généralement aux scientifiques. Aujourd'hui, on va essayer de clôturer en beauté avec le fameux argument « La science est une croyance comme les autres ». Eh ben, vous savez quoi? Je pense que c'est l'argument le plus sensé de toute cette mini-série. Au passage, si vous n'avez pas vu les 5 précédents, je vous mets un lien ici. Allez voir ça. Je vous disais donc que pour moi, c'était un argument très intéressant et beaucoup plus déstabilisant qu'il n'y paraît. Et bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi. Le premier réflexe, comme d'habitude, pour savoir de quoi on parle, c'est d'aller voir comment sont définies ces deux notions de science et de croyance. Pour ça, on a notre cher Larousse. Selon le Larousse, une croyance, c'est le fait de croire à l'existence de quelqu'un ou de quelque chose, à la vérité d'une doctrine, d'une thèse, exemple, la croyance en Dieu ou aux fantômes. Toujours selon Larousse, la science, c'est l'ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes obéissant à des lois et ou vérifiés par les méthodes expérimentales. Intuitivement, il apparaît donc une grosse différence entre ces deux notions-là. Dans une croyance, il y a une notion de doctrine, c'est-à-dire un système de pensée basé sur un dogme, sans vérification. Alors que dans la science, il n'est pas question de prendre quoi que ce soit pour un dogme. Les connaissances issues de la science doivent répondre à des lois et ou être vérifiées expérimentalement. Alors c'est tout. Fin de l'histoire, la science n'est pas une croyance, fin de vidéo, générique de fin, etc. La croyance comme fait de croire, c'est un peu tautologique ça, non? Je suis Serge Brett-Morel, sceptique de la chaîne Astrocept, et j'ai cru en l'astrologie il y a bien longtemps. C'est une croyance piégeuse car très technique, et je m'étais même demandé si elle n'est pas une science pas comme les autres. Bon, maintenant que je suis sceptique, c'est réglé, on est d'accord. Mais ces problématiques me sont assez familières. Alors, est-ce que la science est une croyance parmi d'autres? Si c'est le cas, elle reste quand même l'original du groupe, parce qu'elle propose certes une représentation du monde, mais elle incorpore aussi un truc vraiment bizarre. La connaissance scientifique est capable de douter d'elle-même. Alors pas tout le temps, le doute ce n'est pas la science. Mais à part le pastafarisme, aucune religion à ma connaissance ne doute vraiment de ses dogmes. L'astrologie non plus. En tout cas, j'adore ton thème. Dis Franck, j'ai bien aimé tes vidéos précédentes. Ça te dérange si on se met à deux sur la dernière de cette série? Salut Serge, non, au contraire, bienvenue, parce que j'ai l'impression qu'on sera pas trop de deux pour débroussailler les définitions sur ce coup-là. Super, et je te remercie. Bon, c'est clair qu'on va pas faire le tour du sujet, il y aurait vraiment trop à dire. Mais pour commencer, il me semble qu'il faut bien distinguer deux choses. L'adhésion à la doctrine, c'est-à-dire l'acte de croire, littéralement, qui relève de la personne, et le contenu de la doctrine, c'est-à-dire l'objet de la croyance, en quelque sorte. Normalement, il ne relève pas de la personne. Or, on peut croire à l'authenticité d'un témoignage s'il est porteur d'un message, en l'existence d'un phénomène non prouvé parce que le témoin est de qualité. Croire, c'est d'abord adhérer ou être fidèle à des valeurs. Morales, esthétiques, métaphysiques, que sais-je. Mais on peut croire aussi contre l'évidence, contre les faits. Alors, liberté de penser, déni de réalité, pas toujours évident de répondre en fait. Car la majorité des gens croient d'abord par habitude, sans même se demander vraiment comment leur croyance est réellement apparue, sur quoi elle est fondée autrement que le témoignage. En général, les anciens étaient des gens bien, on va dire, donc ils ont fait les choses sérieusement. Erreur. Comme tu l'as dit, l'adhésion scientifique se fait sur des critères différents. Dans l'idéal, l'origine d'une connaissance, c'est sa preuve en fait. Et elle a l'avantage de ne pas relever de la confiance ou du choix personnel. La preuve est souvent bien postérieure à la théorie mère. C'est pourquoi le scientifique est régulièrement amené à changer ses croyances, quand les faits s'accumulent et les contredisent, ou quand il y a des erreurs dans un protocole. Est-ce que c'est une faiblesse? En tout cas, l'expression croire en la science, au sens contemporain du terme, mêle des significations pour le moins antinomiques. La gravitation universelle, on est bien d'accord que c'est de la science. Si je me réfère à ce qui précède, c'est l'ensemble cohérent de connaissances relatives à une certaine catégorie de faits, les objets tombent. Ces phénomènes obéissent à des lois, la relativité générale, et ont été clairement vérifiés par des méthodes expérimentales. L'observation de la courbure de la trajectoire de la lumière, les horloges atomiques, etc. Et ces conclusions, ces connaissances, elles ne relèvent pas d'une adhésion personnelle.
Prenons un autre exemple du côté des sciences de la nature. La théorie de l'évolution des espèces est très contre-intuitive, mais se vérifie simplement et depuis longtemps. Dans les domaines de l'élevage et de la botanique par exemple, on ne crée pas de nouvelles variétés à partir de rien, comme le ferait Harry Potter ou le génie de la lampe. La sélection se fait par un tri patient et a posteriori. On conserve les petits écarts aléatoires qui nous intéressent selon ce qu'on vise. À chaque génération, en effet, certains individus d'une espèce présentent de légères différences qui ne sont pas dictées par l'environnement. La sélection est dite artificielle parce que de la main de l'homme. L'évolution des espèces est donc non seulement vérifiable, mais vérifiée encore et encore depuis longtemps. Mais il est vrai aussi que j'ai jamais vérifié la sélection par moi-même. Mince. Est-ce qu'on est condamné à croire ce que disent les scientifiques? Justement, je vais vous poser une question. Qui parmi vous qui regardez cette vidéo a déjà vérifié les calculs relativistes d'Einstein? Qui a déjà manipulé les tenseurs de Riemann, les équations géodésiques et tous les outils mathématiques qui forment cette belle théorie qu'est la relativité générale? Qui parmi vous qui regardez cette vidéo avait déjà vérifié expérimentalement la courbure de la trajectoire de la lumière? Vous voyez où je veux en venir? Même si c'est difficile à admettre et aussi bizarre que ça puisse paraître, vous croyez en cette partie de la science. Autre exemple, qui parmi vous a déjà fait l'expérience d'aller recueillir des échantillons pour savoir de quoi était fait le noyau de la Terre? Ou bien, dit autrement, nous qui affirmons sans sourciller que nous savons que le noyau de la Terre est formé de 85% de fer, que dirions-nous si la science nous affirmait que le noyau était composé de 40% de fer? Que ça nous plaise ou non, nous accordons notre crédit à l'existence d'un phénomène scientifique la plupart du temps sans l'avoir vérifié par nous-mêmes. Et ça, messieurs, dames, ça s'appelle une croyance. Alors quoi, ça y est, fin de l'histoire, la science est une croyance et on peut mettre au même plan la croyance en Dieu et la croyance en la science? Fin de vidéo, bonsoir. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Non, bien sûr que non, c'est bien plus subtil que ça. L'exemple précédent, il montre qu'il faut distinguer deux choses fondamentales quand on est face à l'argument « la science est-elle une croyance comme les autres ?» Si on considère qu'il y a une barrière virtuelle entre nous et ceux qui font la science, de quel côté de la barrière se situe la personne dont on dit qu'elle croit en la science? Si on est du côté de la personne lambda, on dit qu'on sait quelque chose, mais on vient de le voir, en fait, quelque part, on croit en la science. Et les résultats qu'on énonce, ils viennent d'un report de confiance qu'on confère à la méthode scientifique. En revanche, si on est du côté du chercheur, alors là, les résultats qu'on énonce, ils ne viennent pas du tout d'une croyance. Ils proviennent d'une méthode, un ensemble de protocoles, de calculs, d'expériences, de vérification, de relecture par les pairs, de réplication, etc. Dans ce cas, la notion de doctrine, elle est totalement absente de la démarche. Car il n'y a là aucun dogme, aucune affirmation qui ne soit vérifiable et qui serait jetée à la poubelle vulgairement, immédiatement, si elle n'était pas vérifiée expérimentalement. Alors, on rejette une nouvelle affirmation immédiatement si, par exemple, elle est en concurrence avec une autre qui résiste au test. Sinon, ça dépend. S'il n'y a pas de meilleure alternative pour rendre compte d'un phénomène inexpliqué, alors on peut la conserver comme hypothèse de travail. Exemple, la matière noire qu'on garde faute de mieux, mais dont on ne sait rien de la nature en fait. Mais on reste conscient de la fragilité d'une hypothèse de travail. Une autre possibilité est de conserver une hypothèse en modifiant les lois qu'on considérait jusque-là comme acquises. C'est pourquoi en science, on ne parle pas de vérité, éventuellement de vérisimilarité. On considère les modèles scientifiques comme des approximations du réel, appelées peut-être à être améliorées. De ce point de vue, la science n'est pas vraiment en concurrence avec la religion, on n'est juste pas sur le même terrain. Mais pour en revenir à la question de la vérification, puisqu'on ne peut pas tout vérifier par soi-même, c'est la communauté de méthodes qui assure le socle commun de la connaissance. Le sociologue Gerald Bronner parle de nécessaire délégation de croyances. On ne peut pas tout vérifier. Mais ce n'est pas un acte de foi en un dogme invérifiable, c'est un acte de confiance en une même méthode, mais appliquée par d'autres. Et vérifiable par n'importe qui. En effet, tout le monde peut s'attaquer à un cursus universitaire, acquérir des compétences et, à terme, vérifier ou tenter au contraire de mettre en défaut une théorie. C'est un peu ce que j'ai fait, mais avec la croyance astrologique, avec le résultat qu'on sait. Mais je ne connais pas d'autres astrologues ayant eu ma démarche de recherche systématique de l'erreur dans sa croyance initiale. Or, aucune méthode astrologique vérifiée ne soude les croyants. Lorsqu'une personne lambda accorde son crédit à une croyance, elle tire cette croyance d'un récit, par exemple la Bible, de témoignages, par exemple les médecines alternatives. Alors que quand une personne lambda accorde son crédit à la science, elle fait confiance à une méthode.
extrêmement rigoureuses, longuement vérifiées par des protocoles dans lesquels on essaye de laisser aucune faille. Dans le domaine des pseudosciences, il y a énormément de témoignages. Il n'y a pas de protocoles expérimentaux exigeants et une critique formulée sur quoi que ce soit est souvent prise comme une attaque personnelle. En science, un témoignage ne fonde rien, et c'est tout sauf un détail. La critique est tellement intégrée que la méthode scientifique contient le fait de chercher systématiquement les erreurs qui auraient pu être commises par l'auteur d'un article, d'un test ou d'une théorie, et, surtout, sans jamais remettre en question son honnêteté. Là n'est pas la question. Ce n'est absolument pas le même degré de vérification qu'une croyance. Certes, dans les deux cas, on croit sur parole, mais dans le premier cas, on croit un dogme sur parole. Dans l'autre cas, on croit une parole qui découle d'une méthode extrêmement sévère avec toute affirmation nouvelle. Une autre grande différence entre science et croyance est donc que le chercheur n'a pas intérêt à être trop attaché à sa production personnelle. Il faut qu'il puisse supporter la critique de ses pairs en ne s'identifiant pas à ses idées. Il ne peut pas arriver et dire « Ah non, mais moi je n'ai rien à prouver, je suis pas là pour débattre ». En pleine pandémie de coronavirus, que des professeurs éminents comme Raoult et Montagnier soient soumis à l'examen de leurs drôles d'hypothèses, c'est juste normal. Qu'ils subissent la critique s'ils ne reconnaissent pas leurs erreurs, c'est aussi normal. L'exigence de sérieux est à ce prix, et dans cette situation d'urgence, la santé des patients aussi. Même si vous avez l'impression du contraire. Et c'est là l'énorme différence entre les deux. Ce qui serait la conclusion dans une démarche scientifique se retrouve être le point de départ dans un système de croyance. Dans une croyance, on fera le raisonnement suivant. 1. Je réunis des ressentis et des perceptions. 2. Je fais l'hypothèse que X existe. 3. Quel fait pourrait aller dans mon sens et ainsi prouver que X existe. 4. Je parviens à réunir des faits. 5. Donc X existe bel et bien. Et en tout cas, mon intuition n'est pas fondée sur rien. Dans la méthode scientifique, on fera le raisonnement inverse. 1. Je réunis des faits qui peuvent être parfois contradictoires. 2. Quelle hypothèse puis-je élaborer qui expliquerait l'ensemble de tous ces faits, que ça me plaise ou pas. 3. Je parviens à élaborer un modèle que j'appelle X. 4. Mes collègues et moi allons vérifier les prédictions que mon hypothèse permet et chercher ensemble toutes les failles possibles de mon hypothèse. 5. Tant que mon modèle X n'est pas mis en défaut, on le conserve. Ces deux raisonnements ne sont pas du tout équivalents en termes de rigueur. Et c'est précisément en ça que la science, si on admet que c'est une croyance, n'est de toute façon pas une croyance comme les autres. La connaissance scientifique, ce n'est donc pas ce qui est produit chaque jour par les scientifiques, ça c'est pour l'histoire de la science. La connaissance scientifique à une date donnée, c'est ce qui reste après l'élimination d'un tas de mauvaises hypothèses et de théories. Concrètement, le consensus scientifique, c'est ce qui clôt au moins un temps une sorte de dissensus initial qui doit être le point de départ d'un projet de connaissance exigeant. C'est pourquoi personne n'accepte une preuve parce qu'elle est convaincante, belle ou énoncée par un scientifique éminent, fût-il titulaire d'un prix Nobel. Au risque de schématiser, un grand désaccord entre experts d'un même domaine suffit pour refuser confiance et statut de connaissance à une affirmation. Nous ne sommes plus autant des philosophes de la nature qui pouvaient espérer tout connaître, ou presque, des connaissances de leur temps. Les scientifiques sont donc contraints de déléguer eux aussi la vérification des connaissances qui sortent de leur champ de compétences, mais si par exemple la méthode expérimentale n'y est pas applicable aisément, il existe d'autres communautés de méthodes. Mais cela ne doit pas revenir non plus à mettre de côté son esprit critique. Mais il y a un autre point qui montre que la science n'est pas au même niveau que les croyances, c'est l'efficacité. Avant de poursuivre, petit point de définition avec notre cher Larousse pour savoir ce qu'on entend vraiment par le mot efficace. Efficace se dit d'un produit, d'une méthode, d'un appareil, etc. qui produisent l'effet attendu. Ici, les mots qui doivent vous interpeller, c'est produisent l'effet attendu. En effet, c'est l'un de ces points les plus forts, la science est prédictive. Si vous lâchez une balle sur un plan incliné, vous pouvez prédire avec une extrême précision l'endroit où va s'arrêter la balle de rouler, la vitesse maximale, la vitesse moyenne, etc. Grâce à ce qu'on appelle en physique la mécanique. Si vous faites couler de l'eau dans un tuyau, vous pouvez prédire avec une extrême précision le débit, grâce à ce qu'on appelle en physique la mécanique des fluides. Mais si vous lancez 6000 fois un dé équilibré à 6 faces, vous pouvez prédire que chacune des faces va sortir aux alentours de 1000 fois. Alors, voyance, magie, mieux que ça, probabilité. Et les probas, quand elles sont bien appliquées, ne sont pas purement théoriques, elles sont contraignantes pour un modèle. Si le résultat s'éloigne de ce que prévoit le hasard par le calcul, c'est qu'il est perturbé par quelque chose. Donnons un exemple. Si une phase de notre dé ne sort que 612 fois, donc très loin des 1000 attendus, ce n'est pas normal, on peut en tirer la conclusion qu'il est peut-être truqué.
Là où le bon sens suggérerait d'examiner le dé sous toutes ses coutures, le résultat du test suffit pour révéler le secret caché. Or, quand les astrologues ou d'autres disciplines non scientifiques prétendent faire des prévisions, ils ne comparent pas leurs résultats à ce que prévoit le hasard, ou tombent dans des pièges élémentaires. Ils ne savent donc pas si leurs résultats sont loin ou pile dans ce que génère le hasard, alors qu'il est incontournable pour la science. Cette notion de hasard est extraordinaire car elle permet d'interroger l'efficacité d'une théorie même si on ne la comprend pas, et de savoir rapidement aussi s'il y a intérêt à approfondir les choses ou non. Et il n'y a pas que ça. Si vous étudiez l'activité sismique, vous pouvez sauver des vies humaines. Pour illustrer mon propos, il n'y a rien de mieux que la réponse qu'avait fait Richard Dawkins à une journaliste qui lui demandait pourquoi la méthode scientifique serait la meilleure réponse pour expliquer le monde dans lequel on vit. Sa réponse est sans appel. Ça marche. If you base medicine on science, you cure people. If you base the design of planes on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works, bitches. Si vous le voulez bien, reprenons mon exemple de séisme, qui illustre bien, à mon avis, cet écart de temporalité prédictive entre la science et la croyance. La science, avec ses outils et l'état de ses connaissances actuelles, est en mesure de prédire un séisme plusieurs heures, voire plusieurs jours avant qu'il survienne. Alors qu'une religion, par exemple, qui prédit l'apocalypse, elle va dire « Vous voyez bien que ce texte sacré dit la vérité. Des catastrophes arrivent. Nous l'avions prédit. » Dans un cas, la science prédit la catastrophe, à J-2 par exemple. Dans un autre cas, la religion va dire que rétrospectivement, les textes avaient prédit cette catastrophe. Mais ceci n'est pas une prédiction au sens propre du terme. C'est une interprétation post-factuelle. Quoi qu'il arrive, il y aura nécessairement des catastrophes sur la planète. Tremblements de terre, cyclones ou même météorites. Donc en attendant suffisamment longtemps, l'annonce par ce texte sacré va inévitablement devenir vraie à un moment ou à un autre. Une véritable prédiction par exemple aurait été de dire une météorite tombera le 24 juin 2024, elle s'écrasera sur la côte est des États-Unis à 23h57, heure locale. Les croyances classiques ne peuvent pas atteindre un tel degré de précision. La science, elle, le peut. Vous pouvez le dire? Oui. Il peut le dire, c'est pas pour la blonde. Tiens, parlons un peu du coronavirus, à l'origine quand même d'une pandémie mondiale en ce printemps 2020. Des devins prétendent l'avoir prédit. Mais les avez-vous entendus, vous, à la fin de l'année dernière, lancer des alertes? Personne. C'est encore plus flagrant si vous reprenez leur promotion du début d'année. Toutes les interviews auraient dû tourner autour de ce sujet. Rien. Mais moi, je peux vous prédire une chose dès à présent. Pour 2021, ils envisageront tous une pandémie. Évidemment, prédire en science, ce n'est pas multiplier les prédictions et ensuite attendre qu'il se passe quelque chose pour pouvoir aller regarder si l'une d'entre elles était tombée juste. Ce n'est pas non plus ressortir une prédiction vague et la déformer pour la forcer à correspondre un peu à la réalité. La prédiction scientifique est bien plus exigeante. Alors bien sûr, la méthode scientifique n'est pas parfaite, et personne ne dit qu'elle l'est. Mais si on admet que le crédit qu'on donne à la science est une croyance, rendons-nous compte que cette croyance, elle fait ses preuves tous les jours dans des domaines aussi variés que l'informatique, l'automobile, la météo, la médecine, la géolocalisation, la gravitation, l'industrie ferroviaire, les statistiques, l'épidémiologie, l'astrophysique, la climatologie, etc., etc. Aucune autre croyance ne peut prétendre expliquer avec un tel degré de précision et de fiabilité le monde qui nous entoure. Ce monde merveilleux et encore rempli de mystères que l'homme n'aura de cesse de contempler en rêvant, de par ses croyances, et d'expliquer de par la méthode scientifique. Et elle se donne les moyens de réussir. Un autre exemple, la science a aussi comme exigence d'être un ensemble cohérent de connaissances, et c'est tout sauf un détail. Car sur n'importe quelle question, par exemple l'âge de la Terre, il n'y a rien d'évident a priori pour que des disciplines aussi différentes que la physique nucléaire, la géologie, la paléontologie ou la biologie en général arrivent à des résultats cohérents entre eux. À partir de calculs totalement différents, elles aboutissent pourtant à des échelles de temps si cohérentes entre elles qu'elles peuvent nous raconter l'histoire de la Terre depuis son origine. Cette méta-exigence de cohérence est finalement une contrainte supplémentaire pour chaque discipline scientifique. Mais attention, il faut surtout pas voir ici la logique d'un dogme lénifiant. Aucune discipline scientifique n'est supérieure aux autres. Imagine-t-on des croyances s'imposer un consensus systématique sur chaque question qu'elles abordent?
Dans tous les cas, le plus important ne devrait pas être qu'un tel ou un autre ait raison, mais plutôt que nous acquérions tous une connaissance plus solide à la fin, non ? Et c'est là la beauté intrinsèque dans ces débats qui finalement n'en sont pas. Il n'y a pas de bien ou de mal dans les notions de croyance ou de rationalité. Tout le monde essaye de comprendre la réalité, mais essayons de dépasser le stade du débat d'opinion, en n'étant pas victime d'abord de ce qu'on appelle l'erreur fondamentale d'attribution. Il ne faut pas attribuer a priori à notre interlocuteur des intentions condamnables ou même de la petitesse d'esprit. C'est trop facile. Et puis n'oublions pas non plus à quel point il est difficile de comprendre ce qui nous est différent, et plus encore de changer de représentation du monde. Ces conditions sont indispensables au dialogue. Parole d'un ancien croyant devenu sceptique. Cette mini-série, elle avait pour but de présenter plusieurs aspects de la démarche scientifique et de corriger plusieurs a priori qui pourraient mener à des jugements un petit peu hâtifs sur le monde de la science. Un monde qui pourtant œuvre depuis des siècles pour apporter aux hommes des améliorations, des explications, afin notamment d'apporter du concret à nos rêves. Alors précisons qu'on est resté dans les grandes lignes d'un projet scientifique idéal, on va dire. La réalité est éminemment plus complexe. Par exemple, la connaissance scientifique est produite dans des environnements sociaux qui varient selon la géographie, selon les époques. Elle peut subir des influences politiques, elle dépend nécessairement du financement par l'État ou des entreprises privées. Il y a évidemment des luttes de pouvoir au sein du milieu scientifique, mais comme partout ailleurs, il y a aussi des incompétences manifestes chez certains, d'autres cèdent à la tentation du scientisme naïf où la science aurait réponse à tout. C'est d'ailleurs là une dérive idéologique qui commet plusieurs erreurs, dont sous-estimer la diversité des sciences, oublier aussi que la science ne doit pas être prescriptive. Si vous voulez penser l'état de la science à une époque donnée, c'est s'interroger sur la réalisation nécessairement imparfaite d'un projet idéal, qui est confronté en permanence aux limitations des réalités de son temps. Projet idéal qui évolue lui-même, et qui est absolument passionnant, défrisant, addictif à suivre, voire à vivre. Croyance, science ne sont pas du même ordre. Mais pour autant, ces deux notions ne sont pas incompatibles. Il y a aussi du rêve et de l'émerveillement dans la rationalité et dans la volonté d'expliquer ce monde dans lequel on évolue. Ce monde qui nous héberge, qui nous accepte, pour un bail extrêmement court au regard de son âge. Alors prenons exemple, au rationnel, respectez les croyances de chacun. Et ayez conscience que dans la plupart des cas, votre mise personnelle est très inférieure à celle de votre interlocuteur. N'agressez pas non plus une personne parce que finalement, son parcours ne l'a pas encore conduite aux évidences qui sont les vôtres. Et aux croyants, remerciez les avancées scientifiques dont vous êtes les témoins et les bénéficiaires chaque jour. Et si elles ne vont pas dans le sens de vos évidences, pourtant longuement réfléchies, rappelez-vous bien que, en général, les faits s'imposent seulement après que les chercheurs leur aient résisté. Respectons-nous et acceptons nos différences. Il faut absolument que je remercie aussi Viviane de la chaîne Syllabus Plus qui donne plein de conseils techniques aux youtubeurs, qu'ils soient débutants ou perfectionnés. Sa vidéo qui est consacrée au prompteur a littéralement débloqué les choses pour moi. Voilà, je retourne sur ma chaîne Astro7, détricoter l'astrologie dans le détail. Bye bye!